Bonjour à vous, bienvenue à l'Université numérique de La Réunion. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode sur l'histoire de la résistance avec Léon Landini. Dans les précédents épisodes, nous avons parlé de son histoire familiale, de l'engagement de ses parents, de son implication dans la résistance dès le début de l'occupation, de ses actions dans la Creuse, et nous nous sommes arrêtés sur l'épisode lyonnais. Lyon qui était la capitale de la résistance, l'épicentre de la résistance. Léon avait été arrêté et se trouvait dans la prison de Montluc. Bonjour Léon Landini. Bonjour monsieur et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, nous en étions restés à votre incarcération suite à votre arrestation dans la prison de Montluc. Alors, le 24 août 1944, il y a à Villeurbanne une insurrection qui est déclenchée par le bataillon Carmagnole Liberté et vous êtes libéré et vous prenez la tête d'une brigade de 200 hommes. Racontez-nous un peu cet épisode. Oui, lorsque d'abord, mes camarades, ils n'ont pas attaqué Montluc pour libérer Lyon ou quoi que ce soit. Ils avaient prévu, parce qu'il y avait 5 de nos camarades qui étaient en prison, dans une prison française. Et ils ont dit, les directives gaullistes, c'était de rien faire, de laisser qu'ils puissent en toute liberté. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Ils ont pu faire sauter tous les ponts à Lyon en toute tranquillité. Ils n'ont pas été attaqués à ce moment-là. C'était à peu près ce qui avait été recherché, y compris par ceux qu'on appelait les gaullistes à l'époque. Donc, nous étions tous très contrariés. Alors, les copains sont venus pour aller libérer. Alors, pour rentrer dans la prison française, il fallait des moyens parce qu'il y avait des murs de 5 ou 6 mètres de haut, ou plus peut-être, et on ne pouvait pas rentrer. Alors, ils avaient prévu, ils ont étudié, ils ont dit, il faut qu'on aille au garage de la police française, on va prendre des véhicules de la police française, et avec ça, on va rentrer ils nous laisseront entrer dans la prison. Ils vont croire qu'on est des leurs. Une fois qu'on est dans la prison, on aura tout loisir, et comme on sait que c'est pas des foudres de guerre, pour pouvoir mettre en place. Quand ils sont arrivés devant la prison, devant le garage était fermé, et il y avait personne qui gardait le garage, pas moyen de rentrer dans le garage. Alors, ils étaient un petit peu déboussolés. À ce moment-là, un train passe sur la voie au-dessus de la route qui surplombait le garage. Et les copains, ce jour-là, la radio avait annoncé que Paris était libre, ce qui n'est pas tout à fait la vérité. Et eux, ils s'étaient mis un brassard FFI-FTP et les armes à la main. Alors, ils étaient dans la rue, ils hésitaient, ils ne savaient pas trop quoi faire. Quand il est passé le train des Allemands, en voyant des gens en armes, ils ont tiré dessus, et il y a un copain, Otavi, on l'appelait Édouard, nous autres, hein, il a reçu une balle dans la jambe, à 20 ans, on a été obligé de lui couper une jambe. Et les copains se sont repliés, ils se sont repliés sur Villeurbanne. Et les gens ont commencé à sortir en applaudissant, bravo, vive le maquis, vive le maquis. Et à un moment donné, on les a pris en poids et en volume, on les a menés à l'hôtel de ville de Villeurbanne. Et, sans trop savoir quoi faire. Alors, celui qui dirigeait cette équipe, très cher, on l'appelait l'amiral. Et l'amiral, il ne savait pas quoi faire, il a envoyé un agent de liaison voir le commandant régional, le fort, c'était le nom de guerre. Il s'appelait Grunfeld, un nom comme ça. C'était son nom de guerre. Et lui, il a dit, mais moi, je ne sais pas quoi vous dire, je vais demander à Norbert Kugler. Norbert Kugler était un Allemand qui avait fait les brigades internationales,
et qui était le responsable, il a terminé, il a fait partie des 5 premiers qui ont créé Carmagnole et Liberté. Et Norbert Kugler leur a dit non, 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 rentrez tout de suite chez vous, ne restez pas dans les rues, vous allez provoquer un massacre de vous et des civils. Il ne faut pas que vous restiez chez vous, dans la rue, tout a été fait pour que rien ne se passe. Alors il est revenu, l'agent de liaison, et il a dit qu'il ne fallait rien faire. Comment il ne faut rien faire? Mais si, ils ont désarmé les gendarmes et les commissariats, quelques-uns avaient leurs fusils de chasse à la maison, et ils sont sortis avec ça. Et avec des moyens du bord, ils ont incendié 2 tanks. C'était la victoire, pour eux, c'était la libération qui était arrivée. Mais les directives qui ont continué d'arriver de nos camarades, attention, vous êtes en train de commettre une erreur, vous allez finir par vous faire massacrer des gens. Et les choses, les Allemands qui gardaient le fort Montluc, ils étaient au courant de rien. Et quand ils ont vu autour du fort Montluc, parce que moi, de la prison, j'entendais tirer juste à côté, dehors. Alors, comme eux, ils savaient rien, ils ont dit, on abandonne la prison. On ne va pas se faire attraper dans la prison. On a fait tant de gentillesse à ces gars-là, ils vont s'en souvenir. Et ils ont quitté la prison. Et alors, moi, comme j'étais loin le plus gros et le plus maigre, ils m'ont soulevé parce qu'il y avait une fenêtre à 2,50 m du sol avec 7 barreaux. Et j'ai accroché les barreaux, j'ai regardé au-dessous, parce que j'étais au 3e étage, le dernier. Au-dessous, il y avait un baraquement où il y avait les Juifs. Les Juifs, on les avait séparés. Ils étaient en bas dans le baraquement. Moi, je leur ai crié, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, les Allemands abandonnent la prison. J'ai allongé la tête à travers les barreaux. J'ai vu les Allemands, un derrière l'autre, mousqueton sur l'épaule, sac au dos, qui allaient vers la porte. Je saute en bas, on s'embrasse avec les copains, et puis rien ne se passait. Alors, on me ressoulève à nouveau, je vois un vieux avec une barbiche, il dit, moi, j'étais général, mais j'étais en prison avec vous, ils m'ont relâché à condition que je vous ouvre les portes que dans 1 heure. Moi, avec mon élégance provençale, j'ai dit, Barbette, si tu n'ouvres pas la porte, moi je l'enfonce. Il ne m'a pas répondu. Et j'ai commencé à tirer des coups de pied dans la porte. Et il y avait un Russe blanc qui était avec nous dans la cellule. Et le Russe blanc, il m'a dit, mais comme ça, tu n'y arriveras jamais. Dans un coin, on avait une tinette en fer. Tu sais ce que c'est, une tinette? Ou un chi. Et en fer, bardé de fer. Alors, il vit dans la merde dans un coin. Il y avait une couverture qu'on ne s'en servait jamais. Elle a grouillé de punaise. Il a pris de la couverture, l'a foutue dedans. Il m'a mis ça dans les mains. Il me dit, avec ça, tu vas casser la porte. Et j'ai commencé à taper des grands coups dans la porte. Au fur et à mesure que je tapais, j'entendais dans la prison qu'il y en avait d'autres qui tapaient avec moi. Alors, j'ai fait un trou. J'ai sorti la tête. J'ai regardé sur mon palier. Pas de boche. J'ai agrandi le trou. Et au moment où je sortais, le Russe blanc, il me dit, il faut être prudent parce que peut-être ils ont miné la prison et quand on va sortir, ça va exploser. Ça fait tilt dans ma pauvre petite cervelle. Je n'ai pas cherché à voir la suite. J'ai descendu les escaliers. En bas, il y en avait plein qui étaient déjà sortis. Moi, j'ai pris la poudre d'escampette. Je suis sorti. Au moment où je suis sorti dehors, il arrivait un camion d'Allemands. Je suis parti en courant dans l'obscurité. Je me suis heurté à des fils de fer barbelés. Je me suis accroché. J'ai sauté par-dessus. Je ne savais pas où j'étais. J'ai tombé sur la voie ferrée. Alors, je suis parti en courant en m'éloignant. Parce que dit les Allemands, s'ils balancent des grenades par-dessus, je vais mourir dehors, c'est trop con. Je suis parti, je suis allé plus loin vers la gare. Et j'ai attendu un petit moment, puis j'ai vu le camion qui était arrivé, il a fait demi-tour, et il a quitté la prison. Alors, je suis revenu à la prison, il commençait à y avoir plein de mecs dans la cour. J'ai dit, Léon, il ne faut pas rester là, hein, tout le camp.
Et comme j'avais une chambre peut-être à 3 kilomètres de là, moi, je pars en direction de ma chambre. Et quand je suis arrivé à ma chambre, c'était un peu particulier. Si tu veux, les bâtiments, ils faisaient ça. Et au milieu, c'était une cour. Il y avait le portail. Et tu étais dans la cour pour aller dans les appartements. Autrement dit, le soir, avec le couvre-feu, on fermait le portail et on faisait la veillée dans la cour. Dehors, tu ne pouvais pas le faire. Hein. Mais dans la cour, on pouvait faire la veillée. J'arrive et ils faisaient la veillée. Quand ils m'ont vu arriver, ils me disent « Ah, le Marseillais, mais qu'est-ce qui t'arrive? D'où tu viens ?» J'ai dit ben, « Je sors du Fort Montluc. » « Oh, les salauds, c'est eux qui t'ont mis comme ça, c'est fumier. Oui, mais j'ai dit « Bon. » Et un m'apporte un petit bout de pain, l'autre m'apporte un petit bout de saucisson. Tiens, mange, mange. Ils savaient qu'en prison, on n'avait pas fait la foire, tu vois. Et puis j'ai dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il me dit, il y a la bataille à Villeurbanne. Les copains, ils ont attaqué la mairie de Villeurbanne. J'ai dit, alors je pars, j'y vais. Il me dit, fais pas ça. On entend tirailler un peu partout dans Lyon. Si on voit un type tout seul dans la rue, tu vas te faire descendre. Attends demain matin. Alors, j'ai attendu toute la nuit. Et le lendemain matin, au lever du jour, je suis parti, mais j'ai dit, je vais pas aller dans ma chambre. J'ai dit, je vais partir à Gerland, où il y a Étienne et son frère, qui étaient deux combattants chez nous, qui vivaient, ce qui était totalement interdit, qui vivaient chez leurs parents. Et un jour, ils m'avaient amené. Alors, je suis parti, je suis allé. Quand je suis arrivé, je sonne à la porte. C'est sa mère, une petite grosse, là, qui vient. Elle me dit, monsieur, vous désirez? Je dis, madame, pour le reste, vous ne me reconnaissez pas. Elle m'a reconnu à la voix, mais pas à la figure. Elle m'a attrapé par le cou, elle a commencé à sangloter. Mais Étienne, c'était le copain avec qui j'avais fait beaucoup d'opérations. Mais Étienne, il avait bien dit, Léon, il parlera pas. Parce que son mari, il avait des enfants petits, il voulait partir. Ce qui décidait qu'il nous connaît, on va faire tuer des enfants. Et Étienne lui dit, non, ne partez pas. Léon, il a dit qu'il ne parlerait pas. Et sa mère, elle me tenait par le cou, elle me dit, Étienne, il avait bien dit que tu ne parlerais pas. Étienne, il avait bien dit que tu ne parlerais pas. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont à la mairie de Villeurbanne. Je dis, alors j'y vais. Il me dit, non, on n'y va pas, parce qu'Étienne, il est convaincu que tu vas sortir de prison. Il reste ici, il va venir. Et peut-être une heure après, une heure et demie après. Étienne, il est arrivé, on s'est attrapé, on s'est embrassé, bien entendu. Alors il m'a dit, ben viens, on va à Villeurbanne. Hein. Et nous voilà partis à pied, parce que plus de tram qui marchait, plus rien. Hein. On est parti sur Villeurbanne. Et quand on est arrivé, avant d'arriver à Villeurbanne, il y avait une usine, une fabrique de chaussures. Et l'état-major des FTP s'était mis à chose de chaussures. Alors, quand on est arrivé, il y avait une fille avec une mitraillette comme ça. Il dit, eh, oh, vous allez. Mais j'ai dit, je vois mes copains. Tes copains, mais qui tu es, toi? J'ai dit, moi, je suis Léon. Léon. Le mort? J'ai dit, si j'étais mort, je ne serais pas là. Il dit, mais c'est pas possible. Quand ils ont cru que j'étais mort, ils ont fait l'oraison funèbre au maquis, ils ont mis les drapeaux en berne. Alors elle est partie en courant dans l'usine en criant, Léon est de retour, Léon est de retour. Alors tout l'état-major est sorti, il y en avait un, même pieds nus, il est arrivé en courant. Ils sont venus m'embrasser, c'est un miracle que tu sois de nouveau parmi nous. Bon. Et les directives de notre commandement, ne restez pas dans Lyon, ils vont bombarder au canon. Ils ont des canons encore. Ils vont bombarder. Et on est reparti. Et moi, je suis parti avec eux, dans leur famille à eux. Et les Allemands, on les a vus, ils remontaient la vallée du Rhône. Et quand ils sont arrivés dans Lyon, il y en a qui étaient sur le cheval avec une charrette, 7 ou 8 dans la charrette, d'autres qui étaient avec des vieilles guimbardes, et d'autres à pied, tout déchiré, tout ça, là, à pied, sans armes, sans rien. Et ils remontaient de la vallée du Rhône, où ils avaient été mitraillés par les avions anglais. Alors ils sont arrivés, avec Étienne, on a dit, putain, si on avait des armes, regarde un petit peu. Eux, ils ne rentraient pas chez eux, c'est pas possible.
Et très rapidement, il y avait un endroit, c'était à chose, au Sénat. Dans le cours du Sénat, il y avait des canons d'ailleurs. Ils sont allés au Sénat. Au Sénat, ils avaient des vêtements. Ils les ont fait prendre les douches. Ils les ont tous rhabillés. Et puis, le lendemain, j'ai vu passer des camions, tout bien, avec des branchages dessus. Alors j'ai dit, ça y est, c'est les copains du maquis qui sont arrivés. Je pars en courant vers eux. J'ai vu qu'ils me pointaient. Putain, je me suis arrêté net. Ils m'ont pas tiré. Quand ils m'ont vu courir, ils ne savaient pas ce que je voulais faire. Et les camions sont passés. Alors là, je commençais à me méfier. J'ai dit, Lyon n'est pas libre. Parce qu'il y a encore plein d'Allemands. Et puis avec Étienne, on a fini par aller à Villeurbanne. Villeurbanne, il y avait une caserne, une ancienne école qui avait servi de caserne aux gardes mobiles. Étienne, il m'a dit, on a rendez-vous à l'école. Alors, nous voilà partis à l'école et nos camarades sont arrivés, mais en dehors de nos camarades, tous les grands résistants qui n'avaient jamais participé à la résistance, ils venaient s'inscrire pour être chez nous. Et la cour était pleine comme ça. Alors, on a commencé, nos camarades plus anciens, à faire des morceaux, tu vois. On regroupait les gens avec un officier. Et moi, ils m'ont dit, tu vas avoir le détachement Carmagnole. Le détachement Carmagnole, combien on est? Oh écoute, grosso modo, au moins 160. Et j'ai dit, moi, je vais commander 160. Je ne sais même pas marcher au pas, moi. J'ai dit, non, vous voulez rire? Moi, je ne prends pas le commandement. Alors, il y avait Norbert Kugler, l'Allemand. Norbert Kugler me dit, Léon, tous ces jeunes qui veulent s'engager, on les renvoie ou on les prend? Et si on les prend, il faut nommer des officiers. On va mettre des officiers parmi eux qu'on ne sait pas si ce n'est pas des anciens miliciens. Non. Pendant quelques jours, en attendant qu'on arrange ça, tu vas prendre le commandement. Et j'ai pris le commandement et j'ai défilé, il devait y avoir 150 ou 160 hommes, je ne les ai pas comptés. On est passé devant l'hôtel de ville où il y avait Marie-Claude Vaillant-Couturier et Pierre Villon sur les marches. Et moi, j'ai fait, c'est la chose que j'avais déjà appris, tête droite pour les saluer. Pierre Villon, c'est certainement la première fois de sa vie que les troufions le saluaient, tu vois. Et on est revenu à la caserne, on a commencé à s'organiser. Moi, j'étais dans un état que la doctoresse Colette, qui avait été avec nous au maquis, elle avait participé à des déraillements et tout. Hein. Colette, quand elle m'a vu comme ça, elle m'a dit, tu sais, Léon, tu ne peux pas rester ici, tu vas crever. On va te faire les papiers et tu vas repartir en Creuse dans ta famille. Je dis, non, mais moi, je veux rester là. Elle m'a dit, non, non. Les copains, on en a discuté, ils ont tous décidé que tu partes en Creuse. Alors, elle m'a fait une lettre de recommandation. J'ai pris le train, je suis parti en Creuse. Quand je suis arrivé à la gare de Guéret. La gare de Guéret, il y a un autocar qui m'a pris, qui m'a mené pas loin d'où il y avait ma famille, et j'ai fait le trajet à pied jusqu'à ma famille. Ma mère avait fait teindre ses affaires en noir, convaincue que j'étais mort. Parce que j'ai essayé de leur téléphoner, mais tous les téléphones étaient coupés. Écrire, ça ne valait pas la peine, il n'y a plus de facteur. Alors bon, je suis resté plus de 20 jours sans aucune nouvelle de moi. Eux, ils étaient convaincus que j'étais mort. Et quand ils m'ont vu arriver, ça a été un moment de joie inexplicable. Ils m'ont tous assauté, ma mère qui pleurait. Et puis au bout d'un moment, ma mère, elle n'était pas comme moi, elle ne parlait pas tant. Elle était à table, elle se dresse. Elle dit, quand cette guerre a commencé, j'étais convaincu qu'à la fin, il y aurait des chaises libres. Vous avez été arrêtés tous les trois. Vous avez beaucoup souffert, mais vous êtes tous là. C'est le plus beau jour de ma vie. Et là, tu vois, quand elle en parle, il me revient les larmes aux yeux. C'est le plus beau jour de ma vie. Alors tout le monde s'est dressé, est revenu m'embrasser ma mère. Enfin voilà. Et puis là, le lendemain ou le surlendemain,
j'ai pris le train. Quand je suis arrivé à Vieilleville, il y a un type que je connaissais de quand je faisais le paysan. Et je savais qu'il avait caché sa voiture sous le foin. Alors je lui ai sonné à la porte, il m'a dit « Oh putain Léon, mais t'es pas mort ?» Et j'ai dit « Non, puisque je suis là. » Il m'a dit « Mais tout le monde, ils t'ont en deuil, ils croient tous que t'es mort. » Eh bien j'ai dit « Ouais, je se trompe, je suis encore vivant. » J'ai dit « Ben, je suis venu te voir parce que je suis fatigué. Si avec ta voiture, tu pourrais me conduire au Monteil, je paierai ce qu'il faut. » Il m'a dit « Non, tu payes rien, je t'accompagne, je t'accompagne. » Ils m'ont accompagné jusqu'à 30 mètres de la maison, mais la nuit, il n'y avait pas de voiture, parce que c'était le soir. Et à la maison, quand ils ont entendu une voiture arriver, on se méfiait toujours. Il avait été dit qu'il y avait des miliciens, ils tournaient dans les villages, quand ils trouvaient un militaire, ils l'abattaient. Et mon frère était capitaine. Alors bon, ils étaient un peu intimorés. Et quand ils sont allés vers la porte, ma mère, elle a mis ses bras comme ça, elle les tenait tous derrière pour pas qu'ils sortent. Que s'ils tiraient, ben, elle préservait toute sa famille. Et c'est quand j'ai dit, non, non, maman, c'est moi. Oh, pauvre non. Ça pleurait, ça riait, ça chantait. Ils se battaient pour venir m'embrasser, enfin. Ça a été un moment. Ma mère avait fait teindre ses affaires en noir, parce qu'elle était en deuil de son petit jeune fils, là. Et puis voilà, alors là, je suis allé à l'hôpital et ils m'ont gardé plus d'1 an et demi à l'hôpital pour me rétablir. J'avais des plaies sur la tête, j'avais 2 enfoncements de la boîte crânienne, j'avais les vertèbres abîmées, j'avais du pus qui me coulait dans le cou. Alors comme à Lyon, on n'avait pas d'antibiotiques, c'est Colette qui a dit, à l'hôpital à Guéret, dans un hôpital, ils ont toujours des petits stocks et ils pourront te soigner là-bas, qu'ici, on ne peut rien te faire, un jour ou l'autre, tu vas finir par nous crever entre les 2 mains, tu pars. Parce que je ne voulais pas, moi je voulais rester encore. Il m'a dit non, non, tu pars. Et voilà comment j'ai rejoint la Creuse et ma famille. Alors voilà. Léon, donc vous vous trouviez, j'imagine que vous vous trouviez à l'hôpital lors de la libération. J'aimerais savoir quelle a été la rencontre la plus importante durant l'épisode de la Résistance. Quelle a été votre plus grande rencontre? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que chaque camarade, je le regardais, je le bouffais des yeux en disant est-ce que demain il ne sera pas mort. Alors, chacun m'était particulièrement précieux et toutes les rencontres, c'était des moments très, très, très émouvants et pour tous, c'était pareil. Et quand là, je vais te faire voir quelques images, tu vas comprendre pourquoi quand tu rencontres un camarade que tu croyais mort et qu'il était vivant et qu'il venait t'embrasser, ben, le moment d'émotion, il était inexplicable. Voilà. Alors Léon, à Lyon, vous avez fait la connaissance d'Alter Goldman, avec qui vous avez noué une forte amitié. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot à son sujet? Eh bien, on a attaqué le garage Éclair, où il y avait de très très gros camions des Allemands qui étaient parqués au garage Éclair. Et on a attaqué le garage pour tout faire sauter tous les camions qui appartenaient aux Allemands. Et quand on est rentré, moi j'étais le politique et Armand c'était le militaire. Et quand on est rentré, je vois 2 vieux, plus de 30 ans ils avaient. Tu vois, c'était des vieux. Et qui sont rentrés derrière nous. Alors j'ai dit à Armand, j'ai dit mais qui c'est ce vieux? Parce qu'Armand m'avait déjà dit, il faut être très prudent pour rentrer dans la chose, parce que on nous a dit qu'il y avait de fortes chances pour qu'il y ait des soldats allemands à l'intérieur du garage. Alors, quand on est arrivé, Armand il me dit, je ne sais pas si on... Il y avait déjà des copains qui étaient venus une fois, ils sont repartis, sans balancer les grenades.
Il dit, je ne sais pas si on attaque ou non, parce qu'on risque d'y laisser des plumes. J'ai dit, écoute, moi je devais tirer sur le chauffeur, comme toujours, avec la mitraillette. J'ai dit, mais moi si je tire sur le chauffeur, ceux du deuxième camion, non seulement ils me tueront, mais les quelques copains qui sont derrière moi, ils ne vont pas se sauver. Il me dit, alors on ne fait pas l'opération. Ah, j'ai dit, si, on est venu, on fait l'opération. J'ai dit aux autres, préparez-vous. Et c'est là que je leur ai dit dégoupiller et qu'ils ont balancé les grenades et que j'ai vu les corps passer par-dessus les ridelles. Et c'est des moments difficiles à exprimer parce que l'émotion de l'époque te rejaillit. Elle n'est pas complètement avalée, tu comprends? Alors Léon, une question sur l'histoire. L'histoire officielle, ou l'histoire de bonne compagnie, comme dirait Henri Guillemin, nous raconte que ce sont les États-Unis qui ont libéré la France et l'Europe du nazisme. Vous qui avez fait l'histoire, qu'est-ce que cela vous inspire? Bien, ma fille m'a apporté un document dans lequel il y a, d'après les Français, d'après les sondages, 12% d'Américains, 20%, non, 12% d'Anglais, 20% d'Américains et 57% de Russes qui sont tombés. C'est ce que, d'après les sondages, fait en 1945. Et d'après les sondages faits en 2015, il y a 18% d'Anglais, alors qu'ils étaient 12, il y a 54% d'Américains et il y a 23% de Russes. C'est-à-dire que l'intoxication médiatique que nous font les médias, encore aujourd'hui, de temps à autre, j'ai un gars qui vient à midi pour m'aider à préparer à manger, etc. Et je lui dis, écoute, ne viens pas me répéter continuellement les conneries de la télévision. Un jour ou l'autre, je te descends un coup de pied au cul et tu iras ailleurs. Hein. Je ne le supporte pas. Effectivement, il n'y a qu'à écouter la télévision. Les Russes, d'abord, c'est tous des bandits. Ils ont fait des crimes épouvantables. Les Allemands, ils nous faisaient des caresses. Alors bon, c'est scandaleux de falsifier. Mais moi, j'ai des lettres qui datent de l'immédiate après la libération, où justement, je le dis, que tout est fait. Mais pour revenir à Manouchian, eh bien, sur le fait de Manouchian, l'ostracisme qui existait à l'égard des FTP-MOI, il a joué là, parce que quand ils ont décidé d'honorer Manouchian, eh bien, ils ont décidé d'honorer Manouchian, mais pour ouvrir un parapluie en leur disant « vous n'avez jamais respecté les FTP-MOI, etc. » Donc, ils faisaient la preuve que non. Mais, ils avaient prévu que Manouchian, il était, et si tu as eu l'occasion de lire les articles, Manouchian, résistant arménien. Tu l'as lu ça, non? Oui, oui, on n'a pas fait mention de son affiliation au FTP-MOI. On a occulté cette réalité. Exactement, mais on avait été occulté. Mais même avant, on a été occulté. Mais j'ai des lettres, moi, que si un jour ça t'intéresse, je te les montrerai. Avec plaisir. On a occulté. Et là, ils ont voulu également occulter la participation des FTP-MOI. Alors, pour pouvoir dire qu'eux, ils n'avaient jamais occulté, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire? C'est de mettre en évidence un FTP-MOI. Et puis, ils ont dit, mais on ne peut pas dire que c'était un FTP-MOI. Alors, ils ont demandé des signatures. Moi, j'ai vu un jour, sur un journal, une liste comme ça, plein de noms, et on peut dire que 98% de ceux qui réclamaient que Manouchian soit emmené au Panthéon, tous des Arméniens.
c'est une façon de faire disparaître la participation des FTP-MOI. Au FTP-MOI, la majorité, c'était quand même des communistes dans les FTP-MOI. D'ailleurs, moi j'ai des lettres, je pourrais te montrer là, je les ai dans l'ordinateur, dans lesquelles tout un tas des copains au moment d'être fusillés qui disent on venait les chercher pour être fusillés, ben, tu as encore un peu de temps? Est-ce que tu as encore un peu de Bien temps sûr, libre? bien sûr, bien sûr. Bon, eh bien, je vais te montrer quelques documents de ce que je te dis. Alors, j'éteins hein, pour nous. Je suis obligé d'éteindre. Ah, alors, non, non, Léon, on le fera plus tard, ça. Ça, on le fera plus tard parce que sinon, il faudra se reconnecter. À la rigueur, tu pourras me l'envoyer par mail et on l'insérera dans la causerie. Internet, voilà. Hein, on l'insérera dans la causerie. Oui, tu verras. Tu verras. Je vais clore... fait ouais. Léon, je vais clore cet tableau comme ça. Ouais. Léon, je vais clore cet épisode et puis on en enchaîne un autre. C'est sur ces propos de Léon... 1, 2, 3. Oui, de Léon Landini. C'est sur ces propos de Léon Landini que s'achève cet épisode sur l'histoire officielle et l'histoire réelle. On se retrouve très vite pour une nouvelle causerie passionnante avec Léon Landini, le résistant.